Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Pierre Deschamps de Maison l'Échelon. On aura aussi plus tard à l'émission notre collaboratrice Caroline Souffrant qui vient nous présenter son sujet sur les agressions sexuelles. À l'Expresso, Pierre nous amène le sujet, le bégaiement chez l'enfant. Et à l'Expresso allongé, pourquoi l'amour ne dure que 3 ans. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec Laurent Jalbert. La chanson s'intitule Le jour. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Deschamps. Bonjour, Monsieur Deschamps. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes directeur général de Maison l'Échelon, de l'Échelon en fait. Puis c'est un organisme qu'on va apprendre à connaître mieux. On a déjà eu des chroniqueurs dans le passé qui sont venus régulièrement à nos émissions comme justement pour amener des sujets démystifiant la santé mentale. Mais si on commençait par le début, cet organisme-là existe depuis combien de temps et pourquoi on a fondé cet organisme-là? Oh bon Dieu, ça existe depuis très longtemps. On va dire ça existe depuis 35 ans. Oui, quand même.
Et oui, ça a débuté parce qu'à un moment donné, on se questionnait, il y avait, à l'époque, on appelait ça des familles d'accueil, OK? Il y avait des pavillons. Oui. Et puis là, on se disait, il y avait des personnes qu'on voulait sortir de l'hôpital, mais on n'avait pas vraiment d'endroit, pour les envoyer. Donc, moi, j'ai été approché par le Centre des services sociaux à cette époque-là. Oui. Et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis, ensemble, on a décidé, peut-être de créer une ressource où, c'est pas vraiment une famille, c'est des intervenants qui seraient sur place. Donc, ça a débuté un peu comme ça. On a décidé, à un moment donné, de mettre des intervenants plutôt que ce soit une famille. Ouais. Donc, d'avoir vraiment un lieu physique qui aiderait à faire la transition de l'hôpital vers la société. Parce que les gens étaient hospitalisés en psychiatrie, avaient besoin d'un lieu sécurisant, en fait. Sécurisant, mais avec des intervenants. Ouais. Des intervenants qui étaient spécialisés ou qui avaient des formations nécessaires en santé mentale. En santé mentale. Par contre, on s'est vite aperçu que il y avait une place. Donc, on s'est vite aperçu que, il fallait trouver d'autres solutions. Oui. Et donc, à ce moment-là, peut-être un an et demi après, on a décidé d'ouvrir des appartements, ce qu'on appelle aujourd'hui des appartements supervisés. Oui. Donc, les appartements supervisés, ça existe depuis plus de 30 ans. Et ça, la différence, c'est que les gens sont en appartement, mais ils ont une certaine supervision, c'est ça la différence? Les gens sont vraiment en appartement. L'appartement supervisé, pour faire simple, je vous dirais, c'est un bloc appartement, où c'était principalement des studios. Il pouvait avoir 40, 50 studios. Nous, on en réservait une vingtaine et on le faisait un local communautaire. Okay? Dans le local communautaire, il y avait un intervenant qui travaillait 35 heures semaine. Okay? Donc, du lundi au vendredi, 35 heures semaine, et qui aidait les personnes qui demeuraient en appartement. On était peut-être les premiers, en tout cas, à croire que, les personnes pouvaient demeurer en appartement. Ouais. Et ça a été un grand pas, je pense. Ouais. Ça a été un grand pas de dire que les gens là, pouvaient vraiment s'en aller dans un endroit où ils étaient vraiment autonomes. Ils faisaient leurs affaires à eux, ils décidaient de leurs choses eux-mêmes. Tout ce qu'on était, on était vraiment un support pour eux autres. Et la formule fonctionne toujours parce qu'on est... La formule s'est multipliée. Oui, c'est ça. Nous, on a près, à Maison l'Échelon, on a près de 350 places là, en appartement supervisé. Oui. Oui. Parce qu'au début, on louait les appartements avec des propriétaires privés. Ouais. Mais on sait que les propriétaires privés sont là pour faire des sous. Hein, et que les services, des fois, laissaient à désirer. Hein, on se retrouvait des fois avec des appartements là, vraiment démembrés, où ce que le poêle, le réfrigérateur ne fonctionnait pas. Donc, on a dit, il faudra trouver des solutions à ça. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à acheter les édifices. Ouais, pour les gérer vous-même, puis contrôler les coûts. C'est ça. Et donc, l'objectif n'est plus le même. C'est pas vraiment de faire des profits avec nos édifices, mais c'est vraiment de donner un bon service. Donner un service, mais avoir le contrôle sur les coûts, parce que c'est ça qui est difficile à gérer sinon. Là. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux appartements de l'Assomption. On avait des ateliers radio qu'on a fait là-bas, puis la formule que vous nous décrivez, c'est exactement ça. Il y a une intervenante sur place, des gens qui habitent dans l'édifice, qui sont aussi mixés, si on veut, avec d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement un vécu de santé mentale. C'est ça qui est beau aussi, d'avoir un peu la cohabitation de tout ce monde-là ensemble. Là. Oui, tout à fait. Mais ça, encore là, c'est un autre presque formule que l'on a. C'est qu'on a eu des ententes avec l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Et là, l'OMH nous réserve des appartements à nous directement pour notre clientèle. Quand il y a un édifice qui est dédié, justement, qui appartient à l'OMH, en fait? Oui, c'est ça. On est dans plusieurs endroits. Là, on est dans le coin de Saint-Timothée, à l'Assomption, sur Dandurand. C'est vraiment des édifices de l'Office municipal. Okay. Et ils appellent ça, je pense, catégorie 3. Oui. Et avec la collaboration de certains organismes, on a le privilège, en fait, d'envoyer notre clientèle avant. Oui. Sauter par-dessus. Oui, d'avoir tout de suite une priorité, d'avoir un certain nombre d'appartements répartis. Mais je trouve ça intéressant de ne pas ghettoiser. Tu sais, ça, c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir un certain nombre de personnes qui sont là et un local communautaire, ce qui permet justement que les gens puissent avoir des services, se rencontrer, tout ça, mais qui voient d'autres genres de personnes. Puis pour les gens qui sont là, c'est une démystification aussi de cohabiter avec. Tu sais, on parle souvent de démystification, mais il faut qu'on connaisse, faut que les gens soient proches de nous, puis qu'on les voit vivre, puis on se rend compte que c'est pas plus dangereux que plein d'autres choses. Là. C'est des préjugés, des fois, que les gens doivent cesser là, à ce niveau-là.
Écoutez, je vous dirais que dans nos édifices, entre autres, je vais vous donner, citer un exemple, à Papineau, on a un édifice 62 appartements. On a 24 appartements qui sont réservés pour notre clientèle et tous les autres, c'est des personnes qui nous ont loués à nous par le biais normal des choses. Ouais, ouais. Et ces personnes-là, entre autres, on a plusieurs personnes âgées et la cohabitation de nos gens avec les personnes âgées, c'est vraiment formidable. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de support. Ouais. Entre autres, si des fois les personnes âgées plus de difficultés, aller faire le petite commission, puis les gens de chez nous vont aller les aider. Puis, donc, il y a une belle cohabitation. Ça, c'est beau, effectivement. Oui, tout à fait. Puis au courant des 30 quelques années que vous participez justement à cette vocation presque en santé mentale, comment vous avez vu votre rôle évoluer ou comment vous voyez le monde de la santé mentale évoluer? Trouvez-vous qu'on est sur la bonne voie? Parce qu'il s'en est passé des choses en 35 ans. Là. Il y a eu des moments où les hôpitaux, des fois, étaient peut-être plus loin de la communauté, puis il y avait moins peut-être de liens avec les organismes et tout ça, alors qu'aujourd'hui... On a parlé beaucoup, nous, on est arrivés dans l'époque de la désinstitutionnalisation. Ouais. On sortait les gens des hôpitaux. Ouais. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, mais il y a eu aussi des bons coups, je pense, que les hôpitaux nous ont aussi aidé, des organismes comme le nôtre et d'autres organismes, pour qu'on puisse aider les personnes. Je dirais que ça s'en va Oui, je pense que ça s'en va dans la bonne direction. On parle beaucoup plus de citoyenneté, on parle, d'autonomie. Rien que le fait de partir en appartement, OK? Et ne plus rester dans un endroit où vous êtes confiné, où tu subis les règles un peu de tout le monde, c'est un grand progrès. Grosse autonomie, autonomie retrouvée, en fait. Si on regarde un peu les objectifs du ministère, c'est vraiment ça. Ouais. Développer des appartements, et c'est le modèle qu'ils veulent développer. Beaucoup plus de gens en appartement. Les résidences de groupe, pavillons, ce qu'on appelait, les familles d'accueil. On veut diminuer ça, mais on veut vraiment que les gens demeurent en appartement. C'est vraiment une bonne chose. Oui, je pense qu'on est en progression. Oui. Et vous, à Maison L'Échelon, vous êtes un peu diversifié, parce que vous parliez, votre début, ça a été justement de créer des habitations pour les gens, mais vous avez aussi, je crois, un centre de jour, vous avez d'autres activités. Donc, est-ce que le besoin est venu par les utilisateurs ou comment vous avez évolué en ajoutant peut-être des services, justement? Bien, effectivement, il y a des gens qui demeuraient des fois en appartement ou en résidence de groupe. Il y avait peu d'activités et c'était peu accessible pour eux autres. Bon, effectivement, on a développé un centre de jour, dans l'est de Montréal, on a un centre de jour. Ouais. On reçoit, à chaque année, à chaque session, il y a 400 personnes qui font des inscriptions. Même beaucoup. Hein? Oui, ça veut dire qu'on touche en moyenne à peu près 500 à 600 clients différents par année qui viennent au centre de jour. Et notre centre de jour n'est pas ouvert, 3-4 heures par semaine. C'est ouvert à plein régime et ça fonctionne très, très bien. Oui, il y a beaucoup de participation. On a, avec le centre de jour, je pense il y avait une clientèle qui était plus difficile à rejoindre. C'était les jeunes. Oui. Et on a développé, le sport beaucoup. Tournoi de badminton, tournoi de hockey cosum, tournoi, de tennis, tournoi de hockey. Et donc, ça a le fait que, une majorité de jeunes, maintenant, participent beaucoup au centre de jour. Parce que c'est vrai, on se posait des fois la question ici en ondes, on se disait, avec certains invités, on se disait, il y a une certaine époque où les gens ont comme vieilli avec la santé mentale a comme vieilli, les membres ont vieilli. Puis souvent, on retrouve souvent dans certains organismes des gens qui ont 40, 50, 60 ans. Mais les jeunes, on se disait, il y en a encore des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, de comment les rejoindre, comment les intégrer. C'est peut-être une des solutions d'avoir du sport. Là. Oui, beaucoup. Le sport, ça les a rejoints beaucoup, effectivement. Oui. Mais une autre source aussi qu'on a développée, ça fait quelques années, c'est que nous, on a sur la rue Notre-Dame un centre qu'on appelle MIR. Ça, c'est des personnes il y avait des gens qui étaient à l'urgence et que ces personnes-là, on ne savait pas l'urgence des hôpitaux, je parle, et on ne savait pas trop quoi faire avec. Donc, il fallait trouver une solution. On n'avait pas d'hébergement pour eux. Donc, nous, on a développé une nouvelle ressource qui s'appelle MIR. On a 30 places, 30 chambres à l'intérieur de ça, avec une cafétéria, etc., tout ça. Et on les reçoit, nous, temporairement.
Jusqu'au temps que, Qu'ils on leur sentent mieux, trouve puis, une place pour les héberger. Donc, on pourrait dire que c'est des gens qui ont besoin de plus d'attention, sont plus un peu plus en mauvais d'encadrement état, momentané, oui. Oui, momentané, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, plutôt que de les garder à l'hôpital, c'est de moins en moins le cas, dans le fond, d'avoir des gens à long terme à l'hôpital. Disons qu'ils ont moins de place aussi. Ils ont moins de place aussi, c'est ça. Puis ça devient comme plus avantageux peut-être pour le système de pouvoir les faire héberger. C'est ça, okay. Exactement. Monsieur Deschamps, donc, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Vous avez, la santé mentale, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Les gens on disait tantôt peut-être une vocation. Est-ce que c'est une vocation? Je vais vous donner une drôle de réponse. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution, probablement. Et que, il reste encore... Personne n'a vraiment la réponse. On a des brides de solutions. Ouais. Et chaque organisation a ses petits succès, je pense. Ouais. Okay? Mais, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore... C'est quelque chose, qui est quand même, qui demeure... à mon avis, un peu intriguant, la santé mentale. Ouais, hein? Ouais. Et très méconnu encore, je dirais. Malgré tous les avancées, c'est très méconnu. Oui, on ne sait pas. Si on avait la solution, on la mettrait sur papier, puis on dirait, regarde, fais ça. On a des brides, comme par exemple, moi je dirais que les appartements avec un soutien, on devrait développer ça davantage. Ouais. C'est effectivement un succès. C'est une base. Il y a plusieurs... Je pense que plusieurs clients pourraient le dire, que c'est un succès, que ça les aide beaucoup, à partir, à démarrer. Puis, je pense que ça, on devrait développer ça. Oui. Et comme personne, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre, à continuer, d'avoir maintenu votre implication toutes ces années-là à la Maison L'Échelon, justement? Qu'est-ce qui vous motive personnellement? Qu'est-ce qui vous drive en bon français pour poursuivre? C'est pas évident de continuer. C'est épuisant, peut-être, d'avoir toujours d'être dans un monde de santé mentale, d'entendre des problématiques. Ça, c'est certain, mais c'est inépuisable comme... je pense que on cherche la réponse, parce que la réponse, c'est aussi la santé mentale, c'est l'être humain. C'est ceux qui sont passionnés par l'être humain, puis la compréhension de l'être humain, la santé mentale, c'est aussi ça. Donc, c'est un peu votre cas aussi. Vous êtes passionné par l'humain, vous voulez l'accompagner. Oui, puis toujours essayer de comprendre, puis qu'est-ce qui fait que telle chose se passe, pourquoi telle chose n'est pas passée, pourquoi est arrivé tel incident, ça demeure toujours intéressant. Ça vous fascine et vous avez toujours le feu sacré pour la cause. Encore, oui. Je pense que oui. Je pense encore que j'ai encore le désir d'aider. D'aider, c'est ça. Beaucoup. Oui. D'améliorer le sort des gens. Merci beaucoup, M. Deschamps. J'aimerais ça qu'on mentionne en terminant le numéro de téléphone. Les gens qui veulent en savoir plus sur Maison L'Échelon. Donc, un organisme qui est situé dans l'est de la ville, je crois, le bureau chef. Là. Oui. Donc, le numéro de téléphone qu'on pourrait donner. C'est le 514-355-4223. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuité, bonne chance. Et puis, en espérant que le monde de la santé mentale se porte de mieux en mieux. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Parlez-moi de lui. Comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux enfin? Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé, et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. A-t-il des ennuis? Comment est sa maison? Chante-t-il des chansons? Oh, parlez-moi de lui. A-t-il des amis? Vous dites que le soir, il perd souvent l'espoir.
gâche sa vie et qui le sait. Vous a-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Je n'aime que lui. Il ne pense qu'à toi. Il m'avait dit patience. Depuis c'est le silence. Oh, parlez-moi de lui. Comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux enfin? Oh, parlez-moi de lui. Ah, je n'aime que lui. Il m'a fait dit patience. Depuis c'est le silence. Parlez-moi de lui, dites-moi tout. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous voici maintenant au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Chelem Allô. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, le thème que tu nous amènes, le sujet, c'est le bégaiement chez l'enfant. Oui, c'est un sujet dont on n'avait pas encore parlé. Il y a une corrélation en santé mentale? Oui, c'est ça, j'y arrivais, oui. En fait, c'est pas vraiment un problème de santé mentale, c'est plus un problème neurologique. Mais on sait que c'est... On parle de santé mentale au sens large, Oui, souvent. oui. Puis, mais en fait, c'est un problème qui peut amener toutes sortes de complexes Ben, aux c'est enfants. ça. Non seulement aux enfants, mais aux Un adultes aussi problème qui en souffrent. d'estime de soi. Oui, exactement. Il me semble qu'il y en avait plus avant. Je sais pas si c'est une impression. Il me semble qu'on voyait Mais ça. je sais qu'on Ben, faisait il beaucoup y a, de je farces pense- auparavant Oui, avec oui, ceux qui aussi. bégayent. Beaucoup d'améliorations aussi pour la technique, pour Ouais. améliorer. Et de peut-être prendre jeune aussi un enfant qui a des problèmes d'élocution. On a c'est de ça? nouvelles méthodes, oui. Ouais. Alors, je vais vous lire ce matin quelques extraits d'un article à Internet écrit par Maude Dubé, qui est éducatrice spécialisée en stimulation du langage. J'ai pris ça sur le site Éducatou. Alors, elle nous dit, on pourrait définir le bégaiement comme étant un trouble de la parole qui se manifeste par la répétition saccadée d'une syllabe ou d'un mot ou par le blocage empêchant l'émission d'un mot. Le bégaiement se développe généralement entre 2 et 5 ans et on compte de 3 à 4 garçons pour une fille. Et on ne sait pas pourquoi. On dénombre que 4 à 6 % des enfants bégayent et seulement 1 % des adultes. Et les manifestations, on les connaît, mais peut-être pas toutes. Chez l'enfant, l'enfant prononce des sons de mots. Par exemple, il va dire, c'est un serpent. Il y a une partie du mot qui se répète. Ou encore, l'enfant répète des syllabes et des mots à plusieurs reprises. Comme exemple, c'est le monsieur là-bas, c'est le monsieur. Donc, il va répéter plusieurs fois. Ou l'enfant est à bout de souffle au milieu de sa phrase. Ou l'enfant éprouve des tensions musculaires pendant qu'il parle. Ou l'enfant ne regarde pas son interlocuteur. Donc, ça, c'est pas directement un problème de langage, mais c'est peut-être un problème au niveau de la communication. Ouais. Et on dit aussi l'enfant évite certains mots ou refuse catégoriquement de parler à certains moments. Madame Dubé nous dit entre là... Oui. Ça peut être humiliant quand tu te trompes souvent. Oui, c'est comme je disais tantôt, ça devient un problème psychologique, Oui, finalement. c'est ça. Entre l'âge de 2 à 6 ans, l'enfant peut rencontrer quelques difficultés à parler sans hésitation. Le langage se développe tranquillement et la maîtrise de certains sons ou de certains mots peut être difficile. L'enfant a également un vocabulaire plus limité comparativement à l'adulte. Et ça, c'est normal. Ainsi, tous les enfants répètent des mots et des phrases. Donc, on ne doit pas s'inquiéter de ça. Les enfants ont parfois du mal à garder un rythme régulier pour s'exprimer comparativement à un adulte. Ils ajoutent des sons et des mots à leurs phrases. Ils mélangent certaines syllabes et recommencent leurs phrases
pour corriger leurs erreurs. Il y a aussi le phénomène qu'il y a des gens qui bégayent, mais en chantant, pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est assez étrange. Mais c'est peut-être le fait que c'est un texte mémorisé. Mais je ne connais pas la raison pourquoi. L'hésitation normale peut se développer subitement suite à un événement qui survient dans la vie d'un enfant, comme par exemple le déménagement, qui peut être traumatisant pour des enfants, ou l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, ou la séparation des enfants. Bref, toute situation qui engendre du stress chez l'enfant peut provoquer de l'hésitation qui ressemble beaucoup au bégaiement. Certaines circonstances peuvent également provoquer de l'hésitation chez l'enfant, comme par exemple la fatigue, la surexcitation, la tristesse, etc. Et l'hésitation normale ou le bégaiement qu'on peut appeler transitoire peut avoir une durée de 6 mois à 2 ans. Pour 50 à 80% des enfants, la récupération se fait naturellement sans intervention spécialisée. Maintenant, comment faire pour aider un enfant qui bégaie ou qui hésite? Madame Dubé nous dit, rappelez-vous qu'il peut s'agir d'une phase normale du développement du langage et éviter de transmettre vos inquiétudes à l'enfant. Montrez à l'enfant que vous êtes intéressé à son message et non tellement à la façon qu'il le dit. Laissez-lui tout le temps nécessaire pour terminer ses phrases sans l'interrompre et sans parler à sa place. Et qu'est-ce qu'on doit éviter avec un enfant qui bégaie? Éviter de lui dire de parler plus lentement parce que, ou encore de lui dire de prendre une grande respiration ou de réfléchir avant de parler parce qu'à la longue, en agissant ici, vous lui démontrez qu'il a de la difficulté à parler et cela peut avoir comme conséquence d'augmenter les hésitations. Ça l'enrage aussi. Ça doit l'enrager. Ça va le frustrer, ça va le... Donc la façon dont tu disais ça, c'est de l'accompagner, mais surtout en le laissant s'exprimer. C'est ça, en essayant pas de le couper. Oui, parce qu'on peut empirer les choses. On dit aussi éviter de le disputer ou de lui demander de mieux parler. Cela ajoutera de la pression inutile lorsqu'il voudra s'exprimer et ainsi augmentera ses occasions de bégaiement ou d'hésitation. Mm-hmm. Finalement, Mme Dubé nous dit qu'il serait important pour l'enfant de consulter un orthophoniste si les difficultés persistent pendant plusieurs mois et qu'elles semblent s'aggraver. Si en plus de répéter et d'hésiter à parler, l'enfant présente de la tension quand il parle ou qu'il cligne des yeux, s'il fronce les sourcils ou fait des grimaces en parlant, il sera primordial de consulter rapidement. Et en terminant, pour connaître l'orthophoniste le plus près de chez vous, consultez simplement le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. Mais voilà, merci beaucoup. Donc, ce sujet, le bégaiement chez l'enfant, on en a appris quand même beaucoup avec toi, Pierre. Merci beaucoup. Merci, Ghislain, également. Merci. On poursuit l'émission. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Caroline Souffrant vient nous présenter son sujet, les agressions sexuelles. À l'Espresso allongé, le sujet est « Pourquoi l'amour ne dure que 3 ans ». Vous entendrez aussi en chanson « Si on se tenait de Caïn » et « Arion » de Salomé Leclerc. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez l'émission Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. C'est avec plaisir que je reçois Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour. Chroniqueuse à l'émission Folie douce depuis plusieurs semaines. Et on a souvent des très bons sujets. On a toujours des très bons sujets, des sujets qui sont sociaux, des sujets qui sont tabous, très souvent. Je pense que tu fouilles bien les sujets. Et cette fois-ci, tu nous amènes un sujet qui n'est pas facile, mais qui doit aussi être discuté, qui doit être démystifié surtout. Ouais. Les agressions sexuelles. Oui, tout à fait. Ça existe depuis longtemps, mais on n'en parle pas tant que ça, finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment très, très tabou dans notre société. En fait, la majorité des victimes, c'est des femmes à un quart, mais beaucoup d'hommes en ont été victimes aussi. On parle d'un 6e. Et la plupart des victimes étaient mineures au moment des faits. Donc, une femme sur 4 et un homme sur 6. Oui, tout à fait. Hein? C'est quand même beaucoup de gens. Ouais. Les agressions sont presque toujours commises par un homme, toujours presque souvent par une personne connue de la victime et dans une résidence privée. Il y a seulement 10% des agressions sexuelles qui sont dénoncées à la police. C'est l'un des crimes les moins rapportés à la police. Et on pense que le portrait pourrait être encore plus sombre. Pourquoi? En raison des tabous, des mythes, des préjugés qui existent. Puis il y a beaucoup de victimes qui vont intérioriser ces préjugés-là aussi, puis sans s'en rendre compte, qui vont les véhiculer aussi. Notamment, par exemple, il y a des gens qui disent que la victime elle provoque l'agression par son habillement. Il y a des victimes qui vont dire, si je m'habillais de telle façon, dans le fond, je le méritais, alors qu'on sait que c'est pas ça du tout, dans le fond. Ouais. Donc, comme tout événement traumatique, ça a des répercussions sur la santé mentale des victimes. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont en quête de réponse par rapport à ça. Donc, je vais essayer de répondre de mon mieux sur ce sujet. Ouais. Et comment on pourrait définir, finalement, qu'est-ce que c'est quand on parle d'agression sexuelle? C'est pas nécessairement ce qu'on pense totalement. Oui, tout à fait. Donc, je vais donner la définition officielle du gouvernement du Québec. Donc, c'est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Donc, c'est la définition officielle. Donc, il y a 3 éléments vraiment importants à retenir dans la définition. Ça peut être avec ou sans contact physique. C'est toujours sans le consentement de la personne visée ou quand la personne n'est pas en mesure de le donner. Et c'est toujours un abus de pouvoir. C'est pas une perte de contrôle de l'agresseur qui savait pas qu'est-ce qu'il faisait. C'est vraiment un abus de pouvoir. C'est peut-être le point le plus méconnu, avec ou sans contact physique. Ouais. Le monde pense toujours que c'est avec contact physique, mais c'est considéré comme une agression sexuelle même s'il n'y a pas de contact. Tout à fait. Et donc, justement, il y a plusieurs formes d'agression. Donc, les baisers, les attouchements aux parties génitales, la masturbation de la personne par l'agresseur ou vice-versa, la pénétration, l'exhibitionnisme, le frotterisme, le voyeurisme, contact oral génital. Donc, tout ça, c'est des formes d'agression sexuelle. Donc, ça peut être avec ou sans contact physique et c'est toujours sans le consentement et c'est toujours un abus de pouvoir. Toujours le contrôle, en fait. C'est ça l'essentiel. C'est toujours l'agresseur a le contrôle puis il va comme ambitionner un peu sur son pouvoir. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs conséquences à l'agression sexuelle, donc notamment sur le plan de la santé mentale aussi, mais les conséquences, elles dépendent notamment de la fréquence et de la durée des agressions, du lien entre l'agresseur et la victime, des paroles et des gestes qui ont été dits au moment de l'agression, du degré de violence de l'agression, entre guillemets, parce qu'on sait qu'une agression, c'est toujours violent, mais la nuance ici, c'est vraiment que c'est différent d'une personne qui se fait agresser au point de se faire tuer, puis une personne qui se fait toucher, il y a quand même une différence. La réaction de l'entourage au moment du dévoilement et l'âge au moment de l'agression. Ça, c'est un point important. Comme tu dis, les gens ne rapportent pas souvent, même à la police. Alors, ça, parce qu'on peut-être on craint la réaction de l'entourage, on se sent coupable. Donc Tout à fait. Tout à fait. Au niveau maintenant des conséquences sur le plan physique, donc il y a des blessures, des coupures, des infections transmissibles sexuellement, des douleurs, des maux de tête, des nausées, des problèmes de sommeil, de fatigue, de l'incontinence, etc. Au niveau psychologique et émotionnel, la culpabilité, de la honte, de la rage, des flashbacks autant visuels, auditifs, tactiles au niveau du toucher ou olfactifs au niveau des odeurs. Troubles alimentaires, la peur d'être touché, de l'agoraphobie, claustrophobie, etc. Au niveau identitaire, on peut parler aussi d'une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, une image de soi qui est négative, donc la victime peut se trouver sale, par exemple, parce qu'elle a été agressée, donc elle se sent sale.
Au niveau relationnel, ben la personne peut avoir peur de faire confiance aux autres, beaucoup de conflits avec l'entourage. Puis au niveau sexuel, au niveau des conséquences, ben la personne peut percevoir la sexualité très négativement, peut avoir une absence de désir sexuel ou une augmentation de ce genre de désir. Elle peut se sentir comme un objet, utiliser la sexualité pour obtenir des faveurs ou une incapacité à éprouver du plaisir, etc. Donc, c'est toutes des conséquences de l'agression sexuelle. Dans les conséquences, Caroline, je crois aussi que certaines conséquences peuvent peut-être arriver beaucoup plus tard. Oui, et tout peut-être à la fait. personne ne peut même pas lier cette conséquence-là à un événement qui serait arrivé auparavant. Oui, tout à fait. Donc, il y a des conséquences qui peuvent se manifester plus tard, et tout à fait. Donc, c'est des choses la personne a comme refoulé pendant des années, puis tout d'un coup, il arrive un élément déclencheur, puis ça fait ressurgir beaucoup de choses. Donc, c'est des choses qui peuvent se produire tout à fait oui, c'est pour ça chez que les victimes. la liste dont tu nous parlais, c'est intéressant à savoir, parce que les gens, des fois, peut-être chercher un petit peu pourquoi je me sens anxieux, pourquoi ci ou ça, puis peut-être ça peut être causé par ce genre. Pour faire le lien entre les deux. Donc, il y a plusieurs mythes, comme je disais, sur l'agression sexuelle. Premièrement, il y a un des mythes qu'on entend souvent, c'est que l'habillement provoque l'agression. C'est un mythe parce que quand on dit ça, on est en train de justifier l'agression en disant que si la personne s'habillait de telle façon, ben, elle méritait de se faire agresser. Et on met la responsabilité sur la victime plutôt que sur l'agresseur, alors qu'on sait que également certaines femmes qui sont habillées plus traditionnellement ne sont pas à l'abri d'une agression sexuelle. Donc, c'est vraiment un mythe. Également, beaucoup de gens croient que c'est un acte impulsif. C'est faux. 70% des agressions sont préméditées selon le Calax de Trois-Rivières. Ça augmente s'il y a plus d'un agresseur, si la préméditation augmente. Donc, un homme, par exemple, qui fournit des fausses informations à une victime dans une activité sociale pour l'agresser, ben, c'est de la préméditation. Donc, ça, c'est un mythe également qui est souvent véhiculé par les gens. Également, les agresseurs ont très souvent un problème de santé mentale. C'est faux. C'est vrai pour seulement 3% des cas. En fait, les agresseurs, c'est souvent des messieurs et des madames, tout le monde qui semblent avoir des vies normales, bien rangées, des gens dont on ne soupçonnerait pas qu'il y aurait ce genre de comportement-là. On pourrait penser à Guy Cloutier, par exemple. Beaucoup de gens ne se doutaient pas qu'il avait agressé Nathalie Simard, mais pourtant, il avait l'air d'un quelqu'un de bien normal, puis c'est arrivé quand même. C'est ça qui est le plus désarmant, en plus. C'est ça, oui. c'est ça qui est le plus... qui fait peut-être que les victimes vont pas être sur leur garde. Oui, tout à fait. Comme tu disais, là, ça arrive dans des milieux souvent des gens connus, notre entourage, donc dans un milieu fermé, une résidence. Là. Oui, puis c'est beaucoup d'émotions contradictoires pour les victimes. Par exemple, le prochain mythe, si un enfant victime ressent une excitation sexuelle pendant l'agression, c'est qu'il était consentant car il a eu du plaisir. C'est un mythe aussi, parce que au niveau des parties génitales, quand elles sont stimulées, ça peut faire en sorte que la victime elle ressent du plaisir dans l'agression, même si c'est un événement traumatique. C'est pas visible pour les filles, mais pour les garçons, ça l'est plus. Et l'agresseur peut jouer là-dessus justement pour faire porter le chapeau de l'agression sur la victime. Et en plus, si l'agresseur est connu de la victime, mais ça vient tout faire une grande ambivalence, plein de sentiments contradictoires chez la victime. C'est quand même une agression, ça veut pas dire que la personne était consentante si ce genre de choses-là se produit. Et en parlant d'enfant, l'enfant n'a peut-être pas les ressources non plus d'avoir une certaine perspective par rapport à l'acte, puis comme pris un peu dans l'engrenage, là, puis la difficulté à sortir de ça. Oui, tout à fait, parce que comme je le disais, la plupart des victimes étaient mineures au moment des faits. Donc, un autre mythe, c'est que les victimes d'agression sont conscientes de ce qui leur arrive au moment de l'agression. C'est faux en général, parce que elles peuvent sentir que quelque chose de grave est arrivé, mais beaucoup vont être troublés, avoir des sentiments contradictoires, puis surtout si le lien était très fort avec l'agresseur, ça vient beaucoup d'ambivalence, de sentiments contradictoires, de questionnements. Souvent, les victimes vont être trop jeunes pour mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, et ils vont mettre en place plein de mécanismes pour survivre à ce traumatisme. Ouais. Un autre mythe, il est impossible de venir en aide à une victime d'inceste parce que les conséquences sont trop grandes. C'est faux, on peut toujours venir en aide, aider la personne à faire un pas à la fois pour aller vers un mieux-être. Donc, il faut reconnaître les préjugés, combattre les messages sociaux qui excusent l'agresseur et qui accusent les victimes. Et il y a diverses façons pour aider les victimes. Et c'est ça, les gens, un peu comme dans d'autres problématiques, les gens souvent sont un petit peu, savent pas trop comment agir, puis ils sont gênés, ils veulent pas intervenir, ils veulent pas se mêler des affaires des autres, mais il faut intervenir, je pense. Oui, tout à fait. Donc, il y a des attitudes qui peuvent être aidantes quand on est face à une victime. Donc, écouter sans jugement. La laisser s'exprimer dans ses mots, à sa façon, à son rythme, et surtout la croire, car c'est son vécu et sa perception. Recevoir ce que la victime dit sans minimiser ou amplifier les faits, les émotions et les conséquences.
encourager ses forces, souligner ses bons coups et son courage d'avoir brisé le silence, être supportant, se montrer disponible, trouver la bonne ressource si on est dans les capacités d'aider. Et par rapport aux ressources, je vais en donner quelques-unes dans quelques minutes. Déculpabiliser, faire comprendre que c'est pas de sa faute, que c'est vraiment la faute de l'agresseur ce qui est arrivé et que sa seule responsabilité maintenant c'est de prendre soin d'elle. Valider ses émotions, en lui disant que c'est normal de ressentir de la honte, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, que c'est normal, que beaucoup de victimes ressentent ça et traversent ce type de sentiments-là. Également, favoriser son autonomie, donc pas surprotéger, l'aider à reprendre du pouvoir sur sa vie tout en étant présent pour qu'elle retrouve un niveau de fonctionnement habituel. Trouves-tu, Caroline, qu'il y a assez de démystification là-dessus? Est-ce que ça existe des dépliants, quelque chose qui va rejoindre les gens, surtout les jeunes peut-être, mais même les gens en général dans la société, pour dire un peu ces faits-là, tu sais, les faits les plus surprenants, là, que ça soit prémédité, puis ces choses-là qu'on disait tout à l'heure? Ben en fait, il y a diverses campagnes qui ont été faites par le gouvernement du Québec. On peut trouver sur Internet agressionsexuelles.gouv.qc.ca si je me souviens bien. Il y a des formations. Sinon, il y a le regroupement québécois des CALACS, CALACS, pour les femmes, qui est un organisme féministe. Donc, c'est vraiment dédié pour aider les femmes de 14 ans et plus qui vivent des agressions sexuelles ou qui en ont vécu. Pour les hommes, il y a CRIPHASE, CRIPHASE. Donc, c'est vraiment un organisme spécialisé pour les hommes qui ont été agressés dans l'enfance. Donc, le numéro, c'est 514-526-0789. Et sinon, il y a une ligne d'urgence autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est le Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal. Et le numéro est le 514-934-4504. Et sinon, il y a également les hôpitaux, la police, etc. Mais en plus des services après coup, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup d'informations comme on fait maintenant. Dans le fond, il faudrait qu'il y en ait beaucoup, puis beaucoup plus, puis dans toutes sortes de stations de radio et télé, parce que je pense que c'est de la démystification et surtout de la prévention. Oui, tout à fait. Parce que ça fait tellement de temps, comme tu parlais tout à l'heure, avec ça va prendre des thérapies, puis plein de choses. Peut-être les gens s'en sortiront jamais. Donc, c'est un problème extrêmement important. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. C'est encore un très bon sujet. Un sujet qui n'est pas facile, mais qui est important de parler à notre émission, à une prochaine chronique. Merci. Merci, bonne journée. Qu'on soit jeune, qu'on ait le cœur pauvre ou vieux, la tête chauffe, qu'on rêve de coupe Stanley ou juste de macramé, qu'on se lave à l'eau chaude ou quand le ciel nous arrose, qu'on soit riche comme Crésus ou pauvre comme Job, peu importe, on vit du même bord de la porte. On condamne les yeux fermés en criant liberté, prend trop au sérieux ou des fois pas assez. On juge, on jalouse, on adule, on épouse, on court après sa queue ou on vit devant sa télé. On a juste une vie à jouer. Si on se tenait au lieu de se marcher sa tête, si on souriait au lieu de se jouer les arbates. Y a les machos, les fleurs bleues, les héros, les peureux, les technos, les vieux jeux, les blaireaux, les quêteux, les hommes charitables, les autres non négociables, les profiteurs de bon temps, les éternels enfants. Le monde est tellement vivant. Si on se tenait au lieu de se marcher sa tête, si on souriait au lieu de se jouer les arbates. Le temps passe et nous dépasse, on vieillit, on s'ennuie. S'entasser, et bientôt on s'assagit. Et puis, si on s'ouvre à l'esprit, et si on se tenait au lieu de se marcher sa tête, si on souriait au lieu de se jouer les arbates, si on se tenait au lieu de se marcher
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. C'est maintenant le moment de l'espresso allongé. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Chlem Allo. Bonjour. Alors, à cet espresso allongé, Pierre, tu vas nous parler de pourquoi l'amour ne dure que 3 ans. Ça, c'est ta théorie ou ben non, tu as trouvé ça quelque part? Non, c'est pas la mienne. C'est encore triste. Avant, c'était 7 ans. Là, c'est rendu à 3 ans. C'est comme... C'est pas encourageant. Ouais, c'est pas pour ceux qui sont pas en couple, c'est pas encourageant. Ouais, c'est un fait que les unions amoureuses semblent durer de moins en moins longtemps. Il y a de plus en plus de divorces. Moi, j'avais entendu dire que d'après on peut pas dire les récentes statistiques, mais souvent on pense que ça dure 4 ans en moyenne, peut-être 5 ans. Mais j'ai trouvé un article écrit par M. Stanislas de Halda, un journaliste indépendant, sur le site psychologie.com. Et il a fait une entrevue avec une dame qui s'appelle Lucie Vincent, qui est auteure. Et dans cet article, on prétend que l'amour, en fait, ne dure que 3 ans et il y aurait des raisons imprégnées dans notre système génétique. Et voici pourquoi. Alors, M. Halda dit tant pis pour les romantiques, selon les lois de la biologie, l'amour est un processus chimique de courte durée. Il nous dit l'amour n'est pas un cadeau du ciel, mais un mécanisme du cerveau vieux comme l'humanité qui serait même préprogrammé. Madame Vincent, auteur, dit « Ce mécanisme est ancré dans nos gènes. C'est un programme génétique. Le comportement amoureux est né chez l'homme de la nécessité d'assurer la reproduction de l'espèce. Dans un monde où seuls les plus forts survivaient, il fallait protéger les bébés. » C'est encore vrai aujourd'hui, mais dans les temps anciens, c'était encore... Comme tu la nous vie avais, était plus dure. Tu l'avais mentionné précédemment, tu nous avais dit que les gens les plus forts demeuraient, les Exactement. plus forts persistaient. Ouais. Puis c'était aussi, le mariage puis l'union, c'était aussi pour se fusionner des terres, souvent. Oui. À l'époque, à l'ancien temps. Oui, mais ici, on parle plus vraiment de la survivance à l'état premier. Ouais. Pour survivre, l'enfant a besoin de 2 parents, car un parent tout seul ne peut à la fois le surveiller, l'abriter, aller chercher à manger et se défendre contre les prédateurs. Or, le seul phénomène qui puisse obliger les 2 parents à rester unis est l'amour. C'est un processus par lequel 2 adultes, mâles et femelles, se trouvent merveilleux. Non seulement au point de vouloir rester ensemble, mais aussi d'être mal quand ils sont séparés. L'alchimie cérébrale qui se produit alors crée une addiction et les rend aveugles aux défauts de l'un ou de l'autre. Elle leur permet de rester ensemble pour la survie de l'enfant. L'autre question, mais comment ce programme génétique commun peut-il pousser tel homme vers telle femme et inversement? On pense qu'il existe des facteurs de complémentarité que notre cerveau cherche inconsciemment chez l'autre. Le rôle des odeurs a été mis en évidence. Elles traduisent des informations génétiques concernant le système immunitaire. Le raisonnement est le suivant. Si j'ai un système immunitaire qui me protège de tel germe et mon partenaire a un système immunitaire qui le protège de tel autre germe, notre enfant disposera d'une vaste gamme de défense immunitaire. Mais si je prends quelqu'un qui a le même système que moi, mon enfant sera plus faible. Les expériences ont montré qu'un individu préfère quelqu'un qui a un système immunitaire très différent du sien. Les odeurs nous aident donc inconsciemment à choisir notre futur partenaire. Ça coupe un peu le romantisme de l'attraction physique. Sûrement, oui. Non, mais ça rentre par le fil, tu sais, dans le sens... on n'est pas dans des papillons qui flottaient dans l'estomac. Non, d'après cet article-là, en tout cas. Existe-t-il d'autres signaux qui guident nos choix? Oui, mais pour les comprendre, il faut se remettre dans l'environnement sauvage dans lequel l'homme a évolué. La femme, biologiquement, c'est une ovule par mois. Quand cet ovule est fertilisé, on doit consacrer 9 mois à produire l'enfant. Elle doit manger plus, elle est moins mobile, elle devra ensuite allaiter. En contrepartie de cet investissement, elle sait que son enfant porte ses gènes et les transmet à la génération suivante. Pour l'homme, c'est différent. Il produit des millions de spermatozoïdes tous les jours. Et non seul rôle biologique dans la procréation consiste à utiliser un spermatozoïde pour fertiliser une ovule. Un peu comme dans le film de Woody Allen.
Oui, ça fait penser à ça, oui. Mais alors, pourquoi certains couples tiennent-ils dans le temps? Parce qu'il y en a qui tiennent le coup. Leur cerveau n'est donc jamais désensibilisé. Madame Vincent nous répond, oui, il y a une certaine désensibilisation, mais il y a aussi une aide biologique à la durée du couple. Même quand les récepteurs d'endomorphine sont désensibilisés, qu'ils n'induisent plus la dépendance de l'un à l'autre, il reste l'oxytocine. Quand un couple s'embrasse, se caresse, quand il fait l'amour, ou même quand il bavarde tranquillement autour d'un dîner, il y a libération d'oxytocine, messieurs. Et l'oxytocine induit un sentiment de bien-être. Elle stimule le système immunitaire, elle ralentit le cœur et elle met le corps en situation d'apaisement. Donc, on devient drogué l'un à l'autre et ça peut durer longtemps. Ben voilà, merci beaucoup, Pierre. Donc, il y a de l'espoir. Pourquoi l'amour ne dure que 3 ans en principe et peut-être plus? Alors, merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. On poursuit en chanson à Folie douce. Tu cours, je cours aussi, comme si des loups pointaient nos vies. Tu tombes, je tombe aussi, comme si des pièges sous le tapis guettaient nos corps affaiblis. Pendant ce temps, la neige est blanche, les arbres parfois se penchent. Il y a toujours une éclaircie du haut des toits de Paris. Il y aura toujours avant l'aurore un réverbère qui s'endort à la fenêtre de minuit. Arlon veillera encore. Tu cours, je cours aussi, comme le courant portant nos vies. Tu tombes, je te suis par la rivière qui passe ici. Nous filerons sans bruit. Les nuits seront longues, des secondes pendant des heures. Mais l'autre bout du monde est toujours plus beau qu'ailleurs. Les nuits seront longues à marcher dans la noirceur. À l'autre bout du monde, il fait toujours plus beau qu'ailleurs.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, Ghislain Malo et moi, on va faire la nomenclature des chansons. Alors, Ghislain, on a écouté bien sûr des chansons de cette émission de Folie douce. On a écouté en début complètement de l'émission, c'était Le Jour. De Laurent Jalbert. On a écouté un peu plus tard Parlez-moi de lui. De Chimène. C'est une reprise, ça, je pense, hein, cette chanson. Je sais pas. Je pense que Pierre est plus connaissant dans la variété française que moi. C'est Nicole Croisé. Oui, je pense que c'est ça. Ça avait connu beaucoup de succès à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. On a connu l'original et on connaît maintenant celle-là de Chimène. On a écouté dans la deuxième partie de l'émission Si on se tenait. De Caïn. Et à l'instant, Arion. De Salomé Leclerc. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Bienvenue. On a parlé en fait dans l'espresso du bégaiement chez l'enfant. Et à l'espresso allongé, il était question plutôt de l'amour. Pourquoi l'amour ne dure que 3 ans? Alors, c'était deux beaux espressos que tu nous as préparés cette semaine. Merci pour ta mise en onde également. Bienvenue aussi. Merci donc à notre chroniqueuse Caroline Souffrant qui nous a parlé des agressions sexuelles. Et merci à notre invité Pierre Deschamps qui nous a parlé de Maison l'Échelon et de son cheminement dans le monde de la santé mentale depuis déjà très très longtemps. Alors c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop